Imaginez, La Havane, fin 2016. Une nuit tropicale, moite. Un diplomate américain, patient zéro, est chez lui. Les bruits familiers de la ville flottent dans l'air. Soudain, un son strident, métallique, directionnel, transperce son crâne. Il se bouche les oreilles, mais le bruit persiste, comme s'il venait de l'intérieur. La pression est insupportable, la nausée monte. Il cherche la source, parcourt sa maison, paniqué. Le son le suit, implacable. Il ouvre la porte du jardin. Silence. Il rentre. Le bruit reprend. Pris au piège, il panique, désorienté, épuisé, avec un mal de tête foudroyant. Il ignore que sa vie vient de basculer. Quelques jours plus tard, d'autres agents rapportent la même expérience. Toujours ce son perçant, cette pression, suivie de vertiges, de migraines. Les diplomates commencent à parler à voix basse, la peur s'installe. Quelque chose d'anormal se passe à La Havane, défiant toute explication. Le son, décrit comme un essaim de cigale métallique ou un grattement sur du métal, devient le sinistre prélude d'un mal plus profond. Les victimes, isolées, plongent dans l'incompréhension et l'angoisse. Se demandent-elles si elles deviennent folles? Elles ne savent pas encore que ce bruit n'est que le début d'un mystère qui va secouer les plus hautes sphères du pouvoir. Pour l'instant, elles sont seules face à l'invisible. Ce son n'est pas une simple hallucination. Il marque le début du syndrome de La Havane. Le rideau se lève. Rien ne sera plus jamais comme avant. La Havane, décor de film noir, contraste entre splendeur coloniale et précarité. Les diplomates vivent dans des villas protégées, mais la paranoïa règne. Les murs ont des oreilles, chaque conversation peut être écoutée. Les relations américano-cubaines restent tendues, la méfiance est partout. Les premiers incidents éclatent dans ce climat de suspicion. Les victimes, diplomates, espions, enfants, se sentent vulnérables. Leur maison, jadis sanctuaire, devient zone de danger. La nuit, chaque bruit est suspect. La peur s'infiltre. Les familles se terrent. Les enfants n'osent de plus jouer dehors. On se chuchote. Si tu entends le son, cours dehors. Mais comment fuir un ennemi invisible? La communauté se fissure. Le doute s'installe. L'isolement grandit. La Havane devient le théâtre parfait d'un drame où l'ombre et la peur règnent. Après le son, la douleur. Les symptômes sont variés et dévastateurs. Migraines, vertiges, acouphènes, perte de mémoire, brouillard cérébral. Les victimes, agents aguerris, se sentent trahis par leur propre cerveau. La peur d'une nouvelle attaque, la honte de perdre ses facultés. Les médecins ne trouvent rien d'anormal. Scanners normaux, analyses vierges. L'hypothèse d'une maladie psychogène de masse émerge, vécue comme une seconde agression. Non seulement on souffre, mais on n'est pas cru. Le mal invisible détruit vies professionnelles et familiales. Certains sont rapatriés, d'autres sombrent dans l'isolement. La blessure est autant morale que physique. Le mal franchit les frontières, se propageant de Cuba à la Chine, puis au monde entier. Les symptômes sont identiques. La panique gagne les rangs du renseignement. Ce n'est plus un incident isolé. Des cas apparaissent en Russie, Autriche, Allemagne, Vietnam, même à Washington. L'ennemi frappe partout, n'importe quand, avec une précision effrayante. Le nombre de victimes explose. Des centaines de fonctionnaires et leurs familles. Les agences gouvernementales sont en crise, incapables de protéger leur personnel. Chaque mal de tête devient suspect. La psychose s'installe. Les ambassades, jadis forteresses, sont impuissantes. Parfois, une seule personne dans un couple est touchée, suggérant une technologie avancée. Le monde découvre une nouvelle forme de guerre, invisible, silencieuse, mais dévastatrice. Face à la crise, la réponse américaine est confuse et hésitante. D'abord, on parle d'attaque, Cuba est accusé, l'ambassade réduite. Puis, le vocabulaire change. Incidents de santé anormaux. Les enquêtes se multiplient, mais les agences se contredisent. En 2023, un rapport conclut qu'un adversaire étranger est très improbable. Causes évoquées, maladie, stress, environnement. Les victimes se sentent trahies, leur souffrance niée. 2 agences expriment des doutes. La porte reste entrouverte. Les demandes d'indemnisation sont massivement rejetées, surtout à la CIA. Un rapport du Sénat révèle l'ampleur du refus d'indemnisation. Fin 2024,
Le Congrès contredit les agences, critique la gestion de la crise. On découvre que certains ont dû participer à des études médicales controversées pour être soignés. Le gouvernement se divise, certains nient, d'autres soutiennent les victimes. La vérité se perd dans la valse des rapports et des intérêts opposés. Qui croire? Quelle est la cause? Les théories abondent. Hypothèse la plus terrifiante. Arme à énergie dirigée, micro-ondes ou ultrasons, capable de traverser les murs et de cibler une personne. Cette technologie expliquerait les symptômes et la précision des attaques. 2 agences jugent possible l'utilisation d'une telle arme. Autre théorie, maladie psychogène de masse, symptômes réels mais d'origine psychologique, déclenchés par la peur. Les victimes, et de nombreux experts, rejettent cette explication. D'autres pistes, techniques de surveillance exotiques, exposition accidentelle à des toxines. Les enquêtes piétinent, aucune preuve tangible. L'ennemi reste insaisissable, le puzzle incomplet. Le syndrome de la Havane demeure une énigme. Au cœur du chaos, les victimes luttent pour être entendues. Marc Polyméropoulos, ex-CIA, frappé à Moscou, voit sa carrière brisée. Il dénonce publiquement le scepticisme et l'abandon de la CIA. Son combat est celui de centaines d'autres agents trahis au moment où ils sont le plus vulnérables. Patient Zéro sort de l'ombre, raconte son calvaire, la blessure psychologique d'être traité comme un paria. Les victimes exigent justice, vérité, reconnaissance. Leur combat porte ses fruits. Le Congrès vote des lois pour faciliter soins et indemnisation. Mais la reconnaissance reste partielle. Une étude de 2024 ne trouve aucune différence cérébrale significative. Mais note, fatigue, stress post-traumatique, dépression. Les symptômes sont reconnus, la cause reste insaisissable. Le cri des victimes a été entendu, mais a-t-il été compris? Leur lutte continue. Le mystère devient un bras de fer politique à Washington. En 2024, la commission du renseignement lance sa propre enquête, révélant obstruction et pression sur les victimes. En 2025, le Congrès envoie des signalements criminels au ministère de la Justice. Des responsables du renseignement sont accusés de mensonges et d'entraves. Des têtes tombent, la gestion du syndrome de la Havane est remise en cause. Le gouvernement verse des compensations, mais le discours public reste ambigu. L'affaire est instrumentalisée par tous les camps. Le mystère originel risque d'être noyé sous les querelles politiques. Le syndrome de la Havane devient le miroir des fractures américaines. La vérité s'éloigne, perdue dans l'engrenage politique. Décembre 2025. Près d'une décennie plus tard, le mystère demeure. Des centaines de vies bouleversées, des symptômes cohérents, mais aucune certitude. Les théories s'affrontent, les enquêtes se contredisent, le coupable reste insaisissable. Le syndrome de la Havane est devenu une histoire de fantômes moderne, mêlant technologie et paranoïa. Pour les victimes, la quête de vérité est aussi une quête de reconnaissance. Pour les analystes, c'est un tournant dans l'histoire de l'espionnage. La question finale reste en suspens. Arme secrète ou psychose collective? Peut-être que certains secrets sont faits pour rester dans l'ombre.